Je ne peux plus continuer avec toi. J'ai rencontré quelqu'un, on est ensemble, il est directeur médical. Et je veux emménager avec lui. Tu plaisantes? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Imaginez qu'un homme dévoue toute sa vie à une femme, croyant construire un futur commun. Imaginez qu'il sacrifie ses rêves, ses économies, ses biens pour l'aider à réussir. 10 ans plus tard, elle le quitte sans remords, le remplace comme s'il n'avait jamais compté. L'histoire que vous allez entendre va vous briser le cœur. Avant ce jour-là, Emeka pensait avoir trouvé l'amour, le vrai. Il n'avait peut-être pas les moyens, mais il avait un cœur solide, une volonté inflexible, et une foi absolue en l'avenir qu'il construisait avec Chidinma. Ils s'étaient rencontrés à l'université de Lagos. Elle étudiait la médecine. Lui, après avoir arrêté l'école au lycée pour aider son père malade, s'était formé seul à la mécanique et tenait désormais un petit garage à Mushin. Malgré leurs différences de classe et de parcours, une complicité s'était installée entre eux. Elle avait aimé sa sincérité, sa détermination, son regard franc. Lui l'avait admiré pour son ambition, sa discipline, son calme. Au début, leur relation ressemblait à un rêve discret. Ils se retrouvèrent le soir, après les cours, partageaient un plat de riz ou un beignet sur le trottoir, riaient à propos de clients difficiles ou de professeurs trop stricts. Emeka faisait des efforts constants. Il fermait son garage plus tard, acceptait les réparations les plus ingrates, économisait chaque naira pour lui offrir de quoi se nourrir, s'habiller, étudier sans souci. Il ne se plaignait jamais. Il se répétait que chaque effort pour elle était un investissement, qu'elle deviendrait médecin, qu'il ouvrirait une vraie structure, qu'ensemble, ils changeraient leur vie. Chidinma, au début, semblait touchée. Elle lui promettait des lendemains brillants, des voyages ensemble, un mariage dans 2 ans, peut-être 3. Elle parlait d'une maison tranquille, de 2 enfants, d'un avenir qu'il méritait. Mais quelque chose changea au fil du temps. D'abord lentement, presque imperceptiblement. Elle devenait plus exigeante, moins présente, moins tendre. Elle se plaignait de ses vêtements, de ses mains sales, de son odeur de cambouis. Elle refusait de venir le voir au garage, prétendait être trop fatiguée ou avoir une réunion imprévue. Elle préférait désormais les cafés au petit resto de Yaba, malgré les signaux, refusait de croire au pire. Il se disait que les études la stressaient, que c'était une phase, qu'il fallait être patient. Il se répétait que l'amour demandait des sacrifices. Quand Chidinma fut acceptée en spécialisation privée pour une formation très coûteuse, elle lui annonça qu'elle n'avait pas obtenu la bourse espérée. Emeka vendit alors le seul terrain que son père lui avait laissé. Ce terrain, il avait toujours dit qu'il le garderait en mémoire de son père. Mais l'amour, disait-il, valait plus que l'héritage. Il signa les papiers sans hésiter, remit l'argent à Chidinma et rentra ce soir-là avec le sourire. Il croyait avoir assuré leur futur. En réalité, il venait de signer la fin de son propre rêve. Chidinma s'éloignait de plus en plus. Elle ne répondait plus à ses messages qu'avec retard, souvent par un simple « OK ». Elle évitait ses appels. Il ne la vit pas pendant 3 semaines entières, sans aucune explication. Puis un soir, elle lui écrivit qu'elle souhaitait lui parler en personne. Il crut que c'était pour s'excuser, qu'elle allait lui annoncer de bonnes nouvelles, qu'elle avait réussi sa formation, qu'il pouvait enfin commencer à penser au mariage. Ce soir-là, il prépara un petit dîner dans la cour de son garage. Il mit une table en plastique, 2 chaises, un plat de jollof rice et une bouteille de vin bon marché. Il avait même acheté une bague simple, en acier, juste pour symboliser son engagement. Il se tenait debout, nerveux mais heureux, attendant l'arrivée de celle qu'il croyait être sa future épouse. Lorsqu'elle arriva, elle ne vint pas seule. Un homme l'accompagnait, plus âgé, bien habillé, l'air sûr de lui. Chidinma s'approcha sans le saluer, les yeux fuyants. Emeka comprit que quelque chose n'allait pas. Puis les mots tombèrent, froids, tranchants, comme un couperet. Elle le quittait. Pour un autre. Pour cet homme-là, qui l'attendait, indifférent, les mains dans les poches. Il voulut comprendre, demander des raisons. Mais elle coupa court. Elle était passée à autre chose. Elle avait grandi. Lui non. Elle ne le voyait plus comme un partenaire, mais comme un souvenir embarrassant. Elle le remercia même pour son aide, comme on remercie un donateur anonyme. Puis, elle s'éloigna, sans un regard en arrière, laissant Emeka debout, seul, devant une table dressée pour 2, dont un siège resterait vide à jamais. Ce soir-là, il resta là des heures, figé, incapable de bouger. Les passants évitèrent de croiser son regard. Même les vendeurs voisins, habitués à sa gentillesse, ne savaient que dire. Il finit par ranger la table sans un mot, referma le garage et s'assit dans le noir, adossé à la porte, le regard vide. Pendant des jours, il ne travailla plus. Il refusait les clients, gardait le rideau baissé. Les dettes s'accumulaient, les créanciers appelaient. Il ne répondait plus à personne. Lorsqu'il sortait, c'était pour marcher sans but dans les ruelles, en évitant les regards. Il avait perdu bien plus qu'un amour. Il avait perdu la foi qu'il avait mise dans un avenir partagé. Il avait misé toute sa vie sur une promesse. Et cette promesse venait d'exploser en silence. Peu à peu, les clients partirent. Le garage fut fermé pour dette. Les voisins ne le voyaient plus.
Certains disant qu'il était rentré au village, d'autres qu'il était tombé malade. La vérité, c'est qu'il n'était ni parti ni malade. Il errait à Lagos comme une âme en peine, sans argent, sans toit, sans but. Et ce que personne ne savait, c'est que ce n'était que le début. La rue n'est pas un endroit où l'on vit, c'est un endroit où l'on survit. Après avoir perdu son garage, son logement et même ses vêtements de travail, Emeka se retrouva dans un monde où les jours se répètent et les nuits se ressemblent. Il passa ses premières semaines à errer autour du marché d'Oshodi, dormant sur les bancs de béton, mangeant grâce à la générosité de vendeuses ou de passants compatissants. Ses mains, autrefois expertes à démonter des moteurs, se contentèrent maintenant de tenir un sachet d'eau ou un morceau de pain sec. Il n'avait plus de téléphone, plus de contact, plus d'identité, juste un sac plastique avec un vieux t-shirt, une paire de sandales et un certificat de naissance froissé qu'il conservait comme un souvenir de sa vie d'avant. Le jour, il aidait les commerçants à déplacer des cartons ou à réparer des roues de brouette. Parfois on le payait, parfois non. Mais il acceptait tout. L'humiliation, le regard des anciens voisins qui faisaient semblant de ne pas le voir, les remarques des jeunes qui ricanaient en l'appelant « docteur des pauvres ». Il n'avait plus de fierté, il avançait, un jour à la fois. Un matin, alors qu'il attendait son tour à une distribution de nourriture près d'un centre communautaire, une voix familière l'interpella. C'était Baba Eze, un ancien client de son garage, un homme âgé qu'il avait aidé gratuitement autrefois lorsqu'il n'avait pas les moyens de payer. Baba Eze le reconnut malgré sa barbe négligée et ses vêtements usés. Il le prit à part, lui offrit un repas chaud, puis lui proposa de venir avec lui à Ibadan, où il travaillait désormais comme coordinateur pour une ONG spécialisée dans l'énergie solaire. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il, mais tu dormiras au sec et tu mangeras chaque jour. » Emeka accepta sans poser de questions. Il n'avait plus rien à perdre. Là-bas, il intégra une petite équipe chargée d'installer des panneaux solaires dans les écoles rurales. Il n'y connaissait rien, mais il observait, apprenait, posait des questions. Il notait tout. Le soir, pendant que les autres se reposaient, il restait éveillé avec les techniciens pour comprendre les schémas électriques, les circuits, les systèmes de batterie. Au début, ses erreurs étaient fréquentes. Il faisait inverser les câbles, mais il persévérait. Et chaque semaine, il faisait moins d'erreurs. Petit à petit, les autres commencèrent à le respecter. Un jour, alors qu'il venait de finir une installation dans une école de village, une fillette l'avait regardé avec des yeux brillants et lui avait dit « Grâce à vous, on pourra lire le soir, monsieur ?» Cette phrase, anodine en apparence, avait résonné profondément en lui. Il n'était plus simplement un mécanicien ruiné. Il devenait un homme utile, un homme qui servait. Baba Eze, témoin de ses progrès, lui proposa de s'inscrire à un programme de formation accéléré pour devenir technicien certifié en énergie renouvelable. Emeka accepta. Il travaillait la journée, étudiait la nuit. Il n'avait pas le meilleur matériel, mais il avait la meilleure motivation. 2 ans plus tard, il obtint son certificat avec les félicitations du jury. Il fut ensuite embauché comme chef de chantier pour un projet pilote dans le Delta State, visant à électrifier 12 centres de santé communautaires. À 34 ans, il avait enfin un revenu stable, un toit, une équipe sous sa direction. Il n'avait plus besoin de dormir sur un banc. Il n'était plus le fantôme qu'il avait été. Mais malgré cette ascension, il gardait un silence total sur son passé. Personne ne connaissait son ancienne vie, ni son histoire avec Chidinma. Lorsqu'on lui posait des questions sur sa vie, il répondait simplement « c'était une autre époque ». Il ne cherchait pas à effacer ce passé, mais il refusait qu'il le définisse. Il voulait avancer, pas se justifier. Quelques années plus tard, grâce à ses résultats, il reçut une invitation pour participer à une conférence à Lagos sur les solutions énergétiques africaines. Il hésita. Revenir à Lagos signifiait potentiellement croiser des visages du passé. Mais il accepta. Il y alla avec calme. Il ne chercha pas à briller ni à attirer l'attention. Il assista aux conférences, visita les stands, échangea avec d'autres techniciens. Et puis, dans un couloir, son regard tomba sur une affiche. Un nom, un logo, une conférence parallèle sponsorisée par une clinique privée. La clinique Awelewa, dirigée par Dr Chidinma Eze. Il resta figé quelques secondes. Ce nom, il ne l'avait pas entendu depuis presque 10 ans. Il ne savait même pas qu'elle avait gardé son nom de naissance. Il ne ressentit ni colère ni tristesse. Juste une étrange distance, comme si ce nom appartenait à une autre vie. Le lendemain, la nouvelle se répandit. Un scandale impliquant cette même clinique venait d'éclater. Plusieurs patients étaient décédés à cause de fautes médicales. Le directeur de la clinique avait disparu. Chidinma, elle, se retrouvait seule à devoir répondre aux autorités. L'affaire prit rapidement une ampleur nationale. Les médias fouillaient, les familles accusaient, la justice convoquait. Et Chidinma, autrefois célébrée pour sa réussite, se retrouvait seule face au système qu'elle avait cru dominer. De son côté, Emeka ne réagit pas publiquement.
Il n'en parla à personne. Il poursuivit son travail comme d'habitude. Il recevait parfois des notifications d'articles, des vidéos, des analyses. Il les lisait, les regardait, mais ne partageait rien. Il n'éprouvait ni satisfaction ni vengeance. Il se souvenait seulement de ce qu'il avait vécu. Et se disait que parfois, la vie faisait le tri elle-même. Chidinma, de son côté, chercha un avocat. Tous refusèrent. Trop risqué, trop exposé. Elle finit par se tourner vers un jeune, avocat discret mais réputé, pour prendre les cas difficiles. Elle ne savait pas qu'il connaissait toute l'histoire. Elle ne savait pas qu'en entrant dans son bureau, elle allait se retrouver face au prolongement silencieux d'un passé qu'elle croyait enterré. Lors de leur première rencontre, après avoir écouté toute son histoire, Naji lui posa une seule question. « Vous souvenez-vous d'Emeka Obi ?» Elle hésita, déstabilisée. Il poursuivit calmement. « C'est lui qui m'a transmis les valeurs qui m'ont poussé à devenir avocat. C'est à lui que je dois mon éthique. » Elle baissa les yeux, incapable de répondre. Il ajouta simplement « Je vous défendrai, mais pas pour vous, pour l'équilibre. » Le procès se préparait. La presse s'apprêtait à dévorer chaque détail. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que la boucle allait se refermer et qu'au milieu de ce chaos, une leçon silencieuse se dessinait, pas une morale. Juste une conséquence. Le procès attira plus de regards que Chidinma ne l'aurait imaginé. Journalistes, blogueurs, patients, associations médicales, tous voulaient suivre cette affaire devenue symbole d'un système médical corrompu. Ce n'était plus seulement une question de négligence. C'était un affront à la confiance du peuple. Et au centre de cette tourmente, elle était seule. Son ancien directeur était introuvable. Les membres de son conseil d'administration avaient tous démissionné. Elle, l'ancienne star des plateaux télé, la brillante docteure des débuts, était maintenant réduite à défendre ses choix devant un tribunal. Chaque audience creusait un peu plus sa chute. Les preuves s'empilaient. Traitements bâclés, diagnostics erronés, facturation abusive, des familles entières racontaient comment leurs proches étaient morts faute d'attention ou de soins adaptés. Chidinma tentait de se défendre, parfois avec fermeté, parfois avec lassitude, mais rien n'effaçait l'impression que sa clinique était devenue une entreprise déshumanisée. Barrister assurait sa défense avec professionnalisme. Il ne montrait ni froideur ni compassion. Il plaçait les faits, posait les bases, contre-argumentait, mais il n'offrait jamais de regard de soutien. Chidinma sentait qu'il était là par devoir, pas par solidarité. Un jour, à la sortie de l'audience, elle osa lui demander « Pourquoi m'aidez-vous vraiment ?» Il répondit simplement « Parce que je crois que même ceux qui ont failli ont droit à une défense. Mais cela ne signifie pas que je vous pardonne. » Ce jour-là, elle comprit que le poids du passé pesait encore, même dans les silences. Elle n'avait jamais imaginé que les choix qu'elle pensait privés auraient un écho si public, si durable. Pendant que sa réputation se désintégrait, Emeka continuait sa route. Il ne lisait pas tous les articles. Il ne regardait pas les vidéos qui circulaient. Il recevait des notifications, parfois même des appels anonymes. Mais il ne réagissait pas. Il n'était pas intéressé par le spectacle. Il avait d'autres priorités. Son entreprise d'énergie solaire avait pris de l'ampleur. Il travaillait désormais avec plusieurs écoles rurales, des dispensaires, des orphelinats. Il formait de jeunes techniciens, créait des partenariats avec des centres de formation. Il n'avait pas de compte Instagram, pas de page LinkedIn. Ceux qui le connaissaient savaient simplement qu'il livrait ce qu'il promettait. Rien de plus, rien de moins. Il vivait dans une petite maison propre, loin du luxe, mais pleine de vie. Il parlait peu de lui, ne participait à aucun débat, mais parfois, seul dans son bureau, il se souvenait. Pas de la douleur, mais du chemin, du silence qu'il avait dû traverser pour se reconstruire. Le verdict du tribunal tomba après 6 semaines de procès. Chidinma fut reconnu coupable de négligence grave, mais échappa à la prison grâce à la stratégie de son avocat. Elle fut condamnée à une interdiction d'exercer la médecine pendant 10 ans, au remboursement de plusieurs familles, à une amende colossale et à des travaux d'intérêt général. Le plus dur, cependant, fut l'impact social. Son nom resta associé à l'affaire. Son visage circulait dans tous les groupes WhatsApp du pays. Elle ne pouvait plus sortir sans être reconnue. Même dans les quartiers populaires, on la pointait du doigt. C'est elle, la docteure de la mort. Les anciens collègues coupaient les ponts. Les amis disparaissaient. Les hommes qui la courtisaient auparavant se taisaient désormais. Elle tenta de contacter des cliniques dans d'autres États. Personne ne voulait l'engager. Elle essaya même d'ouvrir un petit cabinet dans une zone reculée, mais les habitants refusèrent de la laisser s'installer. Partout où elle allait, son nom la précédait. Elle vendit sa voiture, puis son appartement. Elle déménagea dans un studio modeste, dans un quartier anonyme. Elle vivait seule, se déplaçait en kéké, faisait ses courses tard le soir pour éviter les regards. Les messages qu'elle recevait étaient rares, parfois cruels. Elle passait ses journées à chercher des missions à distance, à envoyer des candidatures anonymes. Rien ne venait. Les années d'ascension, les photos de gala, les conférences prestigieuses, tout cela semblait appartenir à une autre femme, une étrangère.
Un jour, elle apprit qu'une grande conférence sur l'électrification des centres de santé allait se tenir à Lagos. Parmi les exposants figurait une entreprise en pleine expansion, Emeka Solar Initiative. Elle resta figée en lisant ce nom. Elle n'avait pas entendu parler de lui depuis presque 10 ans. Elle ne savait même pas qu'il avait réussi. Elle ne savait rien, mais elle se sentit poussée par une force étrange. Elle décida d'y aller. Pas pour se montrer, pas pour parler, juste pour voir, pour comprendre. Le jour de la conférence, elle entra discrètement dans le hall, habillée simplement, badge d'invité temporaire accroché à sa veste. Elle se fondit dans la foule, observa les stands, puis elle le vit. Il parlait à un petit groupe d'étudiants, devant une maquette de panneaux solaires, expliquant les avantages de son système pour les zones rurales. Il souriait, détendu, confiant. Il n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Il avait changé, pas dans son apparence, mais dans son aura. Il n'y avait plus de colère en lui, juste de la maîtrise. Elle resta là à quelques mètres, sans oser s'approcher. Il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Il la reconnut immédiatement. Mais il ne réagit pas. Pas de surprise, pas de gêne, pas de sourire. Juste un regard neutre, calme, presque serein. Elle comprit. Il n'y aurait pas de discussion. Pas de confrontation, pas d'explication. Il l'avait déjà laissé derrière lui. Depuis longtemps. Elle quitta la conférence sans dire un mot. Sur le chemin du retour, elle marcha lentement. Elle ne pleura pas. Il n'y avait plus rien à pleurer. Ce jour-là, elle comprit enfin que certaines pertes ne sont pas visibles. Elles se passent à l'intérieur, et qu'un homme, même détruit un temps, peut renaître ailleurs. Elle avait tout perdu en croyant gagner, lui avait tout reconstruit en acceptant de perdre. L'histoire ne parlait pas de vengeance, elle parlait de dignité, d'un homme qu'on a piétiné et qui a choisi de se relever, non pas pour se venger, mais pour ne plus jamais dépendre de personne. Il ne l'avait jamais maudite, il ne l'avait jamais attaquée, il avait juste continué, et dans ce silence, il avait tout dit.